On est prêt? Tout le monde est prêt? OK, super. Donc du coup, la première question, déjà une petite présentation. Alors assez rapide puisqu'on a pas mal vous avez vu, on a pas mal de choses à aborder, donc c'est à vous. J'ai commencé alors. Donc, moi, je m'appelle Laure Jacquet. Je suis la gérante de Discovery Train depuis 2020. Et Discovery Train a été créé en 2007 par un Anglais en France qui s'appelle Simon Stone. Et Discovery Train est consacré à tous les voyages en train dans le monde. Donc, d'un côté, train de luxe, de l'autre, train régulier, à part les trains en France. En fait, on fait tout pour l'instant, sauf le voyage en France. Heu, du coup, c'est bien. On peut, du coup attaquer avec, Jean Pinat puisque c'est l'opposé. Lui, c'est la France. Oui, bonjour. Enfin, c'est la France et surtout l'Occitanie, hein. Allô? Je vais me limiter à mes compétences territoriales qui sont plutôt méridionales. Donc, moi, je suis le directeur du comité régional et du tourisme et des loisirs d'Occitanie. Et voilà, on travaille aux côtés de la région, puisque vous savez que les régions ont compétence, hein, sur le transport au quotidien des voyageurs, que ce soit avec les trains ou avec les lignes de car. Et voilà, on parie sur le train pour faire découvrir la région. Et puis, on parie aussi sur l'image du train pour construire l'image de l'Occitanie, qui est une région toute jeune, hein, puisque vous savez que le nom de la région date d'il y a 6 ans. Et un nom, ça ne fait pas forcément une marque de destination. Donc, voilà, nous, on souhaite construire notre identité touristique avec l'image du train, en tout cas en associant l'image du train. Et puis je vous présenterai tout à l'heure l'Occitanie Rail Tour, qui est le produit sur lequel on parie à partir du mois d'avril pour faire venir le plus de touristes possible d'Europe et même du Canada. Je vous dirais les perspectives de collaboration que nous avons avec une compagnie aérienne qui souhaite intégrer le produit dans son billet d'avion. Donc, oui, il y a des perspectives Super, intéressantes. super. Du coup, autour de monsieur Fabrice Deltalia. Oui, merci. Donc, je suis depuis 2011 directeur général de Nomade Aventure, qui est un tour opérateur spécialisé dans ce qu'on appelle les voyages d'aventure, c'est-à-dire à l'origine principalement de les randonnées, les treks, et qui s'est élargi également aux autotours, aux safaris, aux vélos, aux expéditions, etc. Tour opérateur qui appartient par ailleurs depuis 2005 au groupe Voyageurs du Monde. Et nous avons lancé donc une offre de voyage en train, ou plus exactement où on va à destination en train en Europe, tout début 2020, ce que je distinguerai des voyages en train que nous proposons par ailleurs depuis longtemps, qui sont en train à destination, en Iran, en Ouzbékistan, en Namibie par exemple. Merci pour cette petite présentation qui expose déjà vos visions pour le futur du tourisme. On va un petit peu parler maintenant de la genèse de l'idée et de la production de ce que vous faites actuellement. Déjà, pour chacun d'entre vous, en fait, qu'est-ce que signifie le voyage en train et surtout, comment vous est venue cette idée de proposer le voyage en train? Est-ce que c'est un engagement personnel sur la durabilité du tourisme? Est-ce que c'est une demande croissante de votre clientèle? Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquiez déjà auparavant? Donc, comment on arrive à s'engager dans le voyage par le biais du train et justement, qu'est-ce que ça signifie pour vous, hein? Du coup, je continue à prendre la parole en premier. Alors, en fait, le voyage en train, pour moi, personnellement, c'est une longue histoire puisque, en fait, j'ai commencé par le transsibérien. Moi, je viens de l'agence Tsar Voyage, spécialiste de la Russie. Et en 2014, j'ai créé la marque Train des Tsars. C'est une marque 100% consacrée au transsibérien. Et à l'origine, pour dire la vérité, on avait créé cette marque pour que les gens arrêtent de nous embêter avec leurs demandes sur le transsibérien. Parce que le transsibérien a été très, très difficile à vendre. Il y avait un gros décalage entre l'attente des voyageurs et le voyage lui-même. Donc, on a créé un site pour qu'il y ait toutes les réponses et qu'on ne perde pas de temps. Et puis, en fait, ça a très bien marché. Donc, le site et la marque Train des Tsars se sont bien développés. On a vendu beaucoup, beaucoup de sortes de voyages en train différents. Et voilà. Et en 2020, avec la crise du Covid, je me suis dit, on pourrait faire des transsibériens à travers le monde entier. Et c'est ce qu'on a commencé à vouloir faire, les transsibériens du reste du monde.
Donc, c'est vraiment le voyage en train. C'est pas, à l'origine, c'est pas l'écologie, ou c'est le plaisir du voyage en train, le plaisir du voyage en train compliqué même, qui m'a incité à m'investir plus sur Discovery Train. Merci beaucoup, Jean Pinard. Alors, donc Ah, justement, qu'est-ce que signifie pour vous le voyage en train et comment vous le proposez justement? alors, d'abord, c'est une passion personnelle, donc j'ai peut-être une déformation par rapport à ça, par rapport au métier que je fais aujourd'hui, mais voilà, je passais mes vacances dans un gîte qui était juste à côté de la ligne qui faisait Paris-Venise, dans le Jura, juste devant le tunnel du Mont d'Or. Et là, ce qu'on appelait à l'époque les Trans-Europe Express, parce que vous avez compris que je suis un peu vieux quand même, donc c'était avant les TGV, c'était les trains européens, et ils se croisaient. Et comme il y avait qu'une voie dans le tunnel, il fallait que le train qui arrivait de Paris et qui partait à Venise attende que celui qui arrivait de Venise et qui allait à Paris sorte. Donc je voyais tous ces voyageurs dans ces trains luxueux, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Maintenant, si on revient plus à des choses plus professionnelles, il y a quand même l'idée que le train aujourd'hui, c'est le voyage propre. Quand je dis c'est le voyage propre, on est tous concernés aujourd'hui par l'empreinte carbone du tourisme, et l'empreinte carbone du tourisme, c'est avant tout l'empreinte carbone du voyage. Et dans le voyage, il y a des transports qui sont plus propres que d'autres, et le train en fait partie. Donc, c'est pour nous aussi un engagement, et c'est un marqueur de l'image et de l'identité de l'Occitanie. C'est ensuite un mode de voyage, on va dire, je vais dire slow, mais le terme est un peu passe-partout, mais en tout cas, c'est ce qui permet de découvrir des paysages autrement. Et on a la chance, nous, en Occitanie, d'avoir une multitude de lignes. C'est des toutes petites lignes pour certaines, hein. La ligne des Cévennes, c'est 3 trains par jour. La ligne de l'Aubrac, c'est 1 train par jour. Donc, oui, c'est pas, enfin, 2 trains par jour, c'est pas beaucoup. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est aussi amener des touristes sur ces lignes de train du quotidien, ces TER, parce que c'est peut-être ce qui va permettre de sauver ces lignes. Et puis enfin, c'est pour nous un engagement. Alors, c'est plus celui de la collectivité régionale, hein, donc le Conseil régional Occitanie. C'est aussi une manière de voyager pas cher, puisque on a tous les premiers week-ends de chaque mois tous les TER à 1 euro pour tous les habitants. Et puis, dans le dispositif Occitanie Rail Tour, on a un tarif qui est un tarif de passe, hein, puisqu'on paye 10 euros par jour pour voyager de manière illimitée sur l'ensemble du réseau TER. Donc voilà, c'est un tarif assez facile, pas cher du tout pour des clientèles qui viennent d'Europe du Nord, qu'elles arrivent en avion, qu'elles arrivent en train, peu importe, ou même en voiture. Et l'idée, c'est là, voilà, vous êtes arrivé ici en Occitanie, vous avez un mode de transport qui est vraiment pas cher et qui va vous permettre de découvrir l'ensemble de la destination. Et moi, j'insiste sur cette notion de tarif parce qu'à un moment où le litre d'essence coûte de plus en plus cher, voilà, c'est une manière de voyager qui ne coûte pas, et on espère aussi que l'Occitanie Rail Tour va trouver son public auprès de jeunes en particulier qui ou n'ont pas le permis ou n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture et donc de partir en vacances avec leur voiture. Merci beaucoup. À vous, Fabrice Deltalia, justement, sur cette même question. Oui, alors nous, l'origine des voyages aller-retour en train en Europe, hein, une fois de plus, je n'ai parlé que de ça, pas des voyages qui se déroulent en train à destination, est presque anecdotique, puisqu'elle fait suite à une interview sur BFM Business, où j'étais venu présenter nos engagements en matière de tourisme responsable, et en particulier l'absorption de 100% des émissions de CO2 liées au voyage de nos clients depuis 2018. Depuis de nombreuses années, le groupe Voyageurs du Monde en général et Nomades Aventure en particulier est très concerné par les problématiques liées aux impacts négatifs du tourisme, au premier rang desquels sa contribution au réchauffement climatique par les émissions de gaz à effet de serre des vols, à 90%. Et donc, depuis de nombreuses années, nous absorbons, nous compensons une partie des émissions dans un premier temps, ça a été longtemps 20%, puis 100% des émissions liées au vol, et finalement 100% des émissions liées à la totalité du voyage, vol et terrestre. Ça représente des investissements très importants, et hier, comme aujourd'hui, comme demain, ça restera de toute façon notre principale action en la matière, avec un impact beaucoup plus important que celui de proposer le train en alternative à l'avion. Je vais y revenir. Donc, fin 2019, je suis invité à en parler sur BFM Business, et le journaliste me dit « Oui, c'est super que vous fassiez ça, mais enfin, est-ce que déjà, il ne serait pas bon de commencer par réduire les émissions ?» Je dis « C'est plus facile à dire qu'à faire. Prendre le train pour voyager en Europe, par exemple, c'est possible. »
Et je dis oui, pourquoi pas, mais enfin bon, ça resterait marginal dans notre offre, dans l'impact, etc. Et j'évacue la question un peu facilement. Et au retour chez moi, je me suis dit que je l'avais évacué beaucoup trop facilement parce qu'effectivement, on a l'habitude de considérer que pour traiter le problème des émissions de CO2 et des contributions au réchauffement climatique, il y a une méthode simple en 3 temps, calculer, évaluer l'empreinte climatique, les émissions de CO2 qu'on génère, les réduire dans un deuxième temps et les compenser, les absorber dans un troisième temps, plus exactement compenser, absorber ce qu'on n'a pas pu réduire. Donc, c'est si on n'a pas pu réduire ou ce qu'il reste à réduire qu'on compense, on absorbe. Sauf qu'en gros, nous, depuis des années, on passe du 1 au 3, considérant que réduire, on ne peut pas parce qu'on ne voyait que l'avion. C'est-à-dire réduire, c'est dans les mains, en ce qui concerne l'avion, des compagnies aériennes et des constructeurs aéronautiques. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, on n'avait pas fait au moins l'effort d'essayer de réduire en substituant l'avion au train sur ce qui était possible, c'est-à-dire au moins quelques destinations européennes. Et donc, immédiatement, j'ai donné instruction à l'équipe Europe, puisqu'il s'agissait de ça, de développer rapidement une offre dont le principe est très simple. Il s'agit de dédoubler les voyages que nous proposons en avion sur les destinations où il est faisable d'y aller en train, de les dédoubler de façon à ce que les clients se rejoignent sur place, parce que là, je savais évidemment que le train ne serait pas choisi par la totalité, peut-être pas par la majorité des clients, que donc il fallait continuer de proposer l'alternative et de laisser ce choix dans les mains des clients, tout en le facilitant parce qu'on organise tout, donc de dédoubler le maximum de voyages dans les destinations où c'était faisable. Et donc, début 2020, avec un timing évidemment catastrophique, puisque juste quelques jours après que l'offre était prête, la France était confinée. Début 2020, nous avons pu mettre en ligne 35 voyages en Albanie, en Écosse, en Espagne, au Portugal et en Italie, où on substitue, où on remplace le trajet en avion par le trajet en train. Évidemment, 2020 et 2021, ça n'a pas rencontré beaucoup de succès, évidemment, parce qu'il était très difficile de voyager en général et encore plus en train, évidemment, parce que porter un masque pendant très longtemps, etc., c'est encore plus compliqué. Et puis on franchit plusieurs frontières très souvent, et ça a commencé à décoller significativement en 2022, au printemps, on va dire 2022, et un peu plus encore à la fin, au début de l'été, puisqu'on a été primé 2 fois pour cette offre, une fois par les trophées d'innovation du tourisme, en catégorie tourisme responsable, et une fois au trophée Horizon pour un tourisme durable, également dans la catégorie mobilité. Donc ça a donné aussi un peu une mise en lumière de cette offre. Mais merci beaucoup à tous les trois, justement. Donc, on comprend bien, en fait, toute cette genèse et toute cette histoire qui est à la fois personnelle et professionnelle derrière cette envie de proposer du train, cette envie de faire découvrir ce mode de transport qui a eu beaucoup d'heures de gloire, notamment dans le voyage français et européen, voire international. On va aborder justement maintenant la question des destinations, de la durée. On se pose toujours la question, est-ce qu'on peut aller loin en train? Quelles destinations peuvent être accessibles? Justement, jusqu'où on peut aller? La durée des voyages peut-elle être un impact pour les voyageurs? Donc, que ce soit en Occitanie, on voyait au niveau du transsibérien, voire vers plus loin. Donc, justement, à chacun d'entre vous, expliquez-nous un petit peu, voilà, comment est-ce qu'on peut aller loin en train et justement, est-ce que cette durée de voyage peut avoir un impact sur l'envie du voyageur? Alors, du coup, c'est peut-être plus Laure Jacquet et Fabrice Deltalia là-dessus, sur les destinations de la durée. Parce que du coup, pour le coup, peut-être Jean sur la clientèle d'où elle vient pour aller en Occitanie. Alors peut-être commencer par Jean, justement, qui aura peut-être sur cette question peut-être un peu moins de choses à dire que Laure et Fabrice. L'origine des voyageurs qui viennent en Occitanie, du coup. Est-ce qu'ils viennent de loin ou pas? Il y a grosso modo, ça se répartit entre 30% de clientèle étrangère, 50% de clientèle française et 20% de clientèle régionale. Mais juste, pour ne pas être trop long là, sur le sujet, nous, l'Occitanie Rail Tour, donc c'est un pass donc, qui se vend 10 € par jour. Donc, si quelqu'un veut faire
3 jours de train, il fera 3 jours de train. S'il veut en faire 10, il en fait 10. Je dirais avec un manque d'objectivité totale qu'on pourrait rester 12 mois en Occitanie et prendre le train tous les jours et qu'on n'aurait pas fini de visiter la région. Donc, c'est au choix. Ce que je veux dire, c'est que, on peut aller partout en train. Moi, j'insiste là-dessus parce qu'on a l'impression, on reviendra, je pense, tout à l'heure sur le dernier kilomètre, mais on a l'impression que le train, c'est quelque chose de compliqué. Et dès lors qu'on connecte la bonne information au train, c'est pas très compliqué. Et puis, à côté du train, il y a du bus ou il y a du car, où il y a du vélo électrique. Donc, voilà, il y a une possibilité de visiter la plupart des grands sites d'Occitanie en train. Et puis, ensuite, voilà, c'est le temps qu'on se donne. Nous, on insiste beaucoup sur l'Occitanie Rail Tour, sur la capacité que nous avons à prendre le train, à descendre dans une gare, à faire un bout du trajet à pied sur le chemin de Saint-Jacques, à vélo sur la grande traversée du Massif central, en kayak sur les gorges de l'Allier, et reprendre le train un jour, 2 jours, 3 jours plus tard, dans une gare un peu plus loin. Donc, c'est ça qui nous semble intéressant, c'est de mixer avec l'usage du train une capacité, voilà, à pouvoir descendre, et il y a beaucoup de capacités à faire ça en Occitanie. Voilà, vous descendez à la gare de Marvejols, vous prenez un petit bout du chemin de Saint-Jacques et puis vous prenez le train à la gare un peu plus au sud que Marvejols et vous allez vous continuer votre voyage vers Millau. Voilà, c'est ça que nous voulons mettre en place, et mixer du voyage en train avec une autre forme d'itinérance qui sera, elle, pédestre, qui sera en kayak, en raft, en vélo, en bateau sur le canal du Midi, parce qu'on peut descendre à Castelnau-d'Ary, louer un bateau et puis reprendre le train à Béziers un peu plus loin. C'est cette mixité d'activités qu'on propose à travers l'Occitanie Rail Tour. Ok. Merci Jean. Du coup, Laure Jacquet et Fabrice Deltalia, du coup, la question vous concerne un tout petit peu plus. Jusqu'où on peut aller, notamment en Europe, dans les destinations? Est-ce qu'on peut aller loin en train? Et qu'est-ce que ça signifie en termes d'impact sur la durée des voyages? Est-ce que derrière, ça multiplie énormément le voyage finalement, ou sur un gros voyage, voilà. Parole peut-être Laure et puis ensuite Fabrice. En fait, je pense qu'on on est tous les deux sur des problématiques un petit peu différentes. C'est-à-dire que moi, le train, c'est le voyage. Et dans le produit qui est présenté, il faut prendre le train pour arriver au voyage. Donc, moi, mes voyages peuvent durer plus longtemps en train puisque le voyage commence, enfin, l'esprit du voyage que les gens ils ont choisi, il commence le premier jour puisqu'ils sont venus pour faire du train. Donc, ça peut durer longtemps puisqu'ils sont là parce qu'ils aiment ça, donc on leur donne du train. Donc, la durée du voyage, je dirais que quand même, ça limite le type de voyage que je fais, le train limite. Alors, soit on a des grands fanatiques, enfin, des grands amateurs en tout cas, qui étaient les clients du Transsibérien et qui sont prêts à faire un voyage de 15 ou 20 jours sur la base du train. Mais les voyages qui marchent le mieux, effectivement, c'est plutôt entre 6 et 8 jours maximum. Les voyages très courts, à part peut-être un peu sur l'Italie, ne fonctionnent pas très bien. Je pense que c'est parce que les gens se débrouillent eux-mêmes. Sur un voyage court avec du train, on n'est pas forcément obligé de passer par une agence. Enfin, alors que quand ça devient long, avec plusieurs pays, des étapes et compagnie, c'est peut-être à ce moment-là qu'on a envie d'avoir un professionnel. Voilà, donc je dirais que pour nous, la durée dans le train n'est pas vraiment le problème. Ok, oui, parce que le voyage commence dans le train, le voyage dans le voyage. Et du coup, du côté de Nomade Aventure, Fabrice Deltalia, votre vision? Alors, bon, nous, fondamentalement, on est encore en phase d'apprentissage de ce qui est acceptable du point de vue du client en termes de durée, d'écart de prix, de nombre de changements, de complexité de voyage, etc. Et on a testé des destinations dans des configurations assez différentes et avec des succès ou des insuccès intéressants à regarder. On peut aller loin, bien sûr, entrer en Europe. Initialement, en 2020, avant le Covid et a fortiori avant la guerre en Ukraine, on avait l'un de nos voyages en Russie, donc il démarrait à Moscou. Je ne parle pas d'un voyage qui se déroulait en train en Russie, une fois de plus, mais où on remplaçait le trajet en avion pour aller à Moscou par un trajet en train. Pourtant, c'était un trajet de 48 heures. On avait estimé que c'était faisable, que c'était intéressant, que ça permettait de traverser toute l'Europe.
de voir des paysages très intéressants, évidemment l'Allemagne, la Pologne, une partie de la Russie, etc. Et que ça valait le coup de proposer. Bon, évidemment, on n'a guère eu le temps de voir si ça marchait avant les problèmes sanitaires, puis pour les géopolitiques. Aujourd'hui, nous proposons ce trajet en train sur des voyages qui, au départ, sont assez courts, qui sont, pour la majorité d'entre eux, des voyages de 8 jours, en Écosse, en Albanie, ou au Portugal, etc. Le fait de les proposer en train rajoute généralement 1 à 3 jours au trajet. Le plus complexe, que nous avions même hésité à proposer, c'est l'Albanie, notamment parce qu'on ne peut pas le faire intégralement en train, donc on traverse une bonne partie de la France, on fait Paris-Bari, dans le sud de l'Italie, via Milan, ce qui est déjà en train un trajet assez long, on se pose quand même une journée à Paris, et ensuite on prend un ferry de nuit pour traverser la mer et aller en Albanie. Donc, c'est un trajet assez compliqué qui dure 2 jours à l'aller, qu'on raccourcit un peu au retour en une seule journée, parce qu'il pourrait aussi être un peu plus court à l'aller si on ne se posait pas une journée à Paris. Eh bien, malgré cela, et un prix du voyage à peu près 15 à 20% plus cher que l'équivalent en avion, ce qui est logique compte tenu de la durée, 30% des clients qui sont allés avec nous en Albanie cet été ont choisi le train plutôt que l'avion. Donc, ni la durée, 3 jours de plus sur 8, on passe de 8 à 11 pour le best-seller, ni le prix n'ont dissuadé, en tout cas 30% des gens. Alors, on pourrait dire à l'inverse que ça a peut-être dissuadé 70, mais en tout cas, ça a relevé très nettement ce qu'on considérait comme le niveau d'acceptabilité à la fois de complexité et de durée d'un voyage. Ce qui nous encourage, par exemple, à ouvrir d'autres destinations cette année. Pour l'Écosse, le voyage dure une journée de plus. On aurait d'ailleurs pu éventuellement faire en sorte qu'il ne dure pas plus longtemps qu'en avion, parce que dans le fond, on arrive à Glasgow le même jour que les gens qui potentiellement, ils pourraient arriver le même jour que ceux qui arrivent en avion. Simplement, on se prend un peu plus de confort. Au Portugal, on va dire au bout du Portugal, en Algarve, ça dure un jour de plus à l'aller, un jour de plus au retour. Voilà. L'Écosse, cet été, ça a été choisi par la moitié de nos clients sur lesquels on proposait l'alternative. Les voyages sur lesquels on proposait soit le train, soit l'avion, ça a été choisi, pas la moitié, pardon, par le tiers de nos clients ont choisi le train, malgré là aussi un jour de plus de voyage. Voilà, donc quelle est la limite? Je ne sais pas dire. Quelle est la proportion de clients qu'on perd avec des voyages rallongés de 1 ou 2 jours? On n'en perd pas, parce qu'on a l'alternative avion, mais évidemment, mais qu'on perd pour le train, c'est difficile à dire. Bon, sachant qu'on l'a surtout proposé sur les vacances d'été, où les gens ont un peu plus de temps déjà que les petites vacances, qui sont moins prisées de toute façon, de février ou Pâques, ou de toute l'année. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour. On reviendra tout à l'heure justement à la question de l'expérience client et le point de vue de la clientèle justement par rapport à ce voyage en train. Par rapport à votre expérience à vous, est-ce que le fait de concevoir des voyages en train ou de proposer cette alternative a été compliqué à mettre en place vis-à-vis de la clientèle et vis-à-vis justement des démarches actuelles, de se poser justement sur les opérateurs ferroviaires, que ce soit français ou internationaux? Est-ce qu'il y a eu justement des difficultés de mise en place de ce voyage en train, où justement il y a eu justement plus de facilité de voyager en train plutôt que de faire face à l'aérien, notamment pour Laure et pour Fabrice? Des difficultés à mettre en place le voyage en train. C'est-à-dire que je pense que si on parle de la production, le voyage en train est un peu similaire à n'importe quel voyage, quand on a des bons chefs de production qui connaissent bien leur terrain, la mentalité du pays, voilà, c'est pas plus compliqué. Ce qui, à mon avis, est un petit peu plus compliqué, c'est que les voyageurs eux-mêmes en train, pour beaucoup, ont une appréhension,
et sentent une zone d'insécurité avec le train. C'est-à-dire que le voyage en train est moins rassurant que le voyage en avion parce qu'on pense qu'il va y avoir des imprévus, on pense qu'on ne va pas savoir se repérer, que personne ne parlera notre langue pour nous donner des renseignements dans une gare. Les gares sont un petit peu effrayantes. Donc, je dirais que le problème du voyage en train, enfin l'obstacle du travail en train, ce n'est pas la production c'est une production comme une autre, elle a des difficultés, mais voilà, tout voyage a ses difficultés. C'est plutôt la vente. C'est-à-dire qu'au moment de la vente, il va falloir être très rassurant. Et pour ça, on a besoin de vendeurs qui connaissent le voyage. Je pense qu'un voyage en train est beaucoup plus difficile à vendre qu'un autre pour un vendeur qui ne l'a pas testé. Parce que ça va vraiment, dans ce que je vois dans nos équipes, ça rassure vraiment les voyageurs que le vendeur dise j'ai fait ce voyage cet été et il y a la gare de, je sais pas, de Zurich, la gare de Ljubljana, elle est vraiment sans problème, vous vous repérerez très facilement, etc. Donc, je dirais que la difficulté que ça apporte, c'est qu'il faut rassurer les gens. Et du coup, la vraie connaissance du produit par le vendeur lui-même est plus importante encore que sur d'autres voyages. De votre côté, Fabrice Détalia, est-ce qu'il y a justement ce même obstacle de cette peur du voyage en train qui peut, comme elle disait, l'orjaquer, peut-être la question de l'insécurité, la question peut-être de la durée, etc. Ça a été compliqué de votre côté ou alors pas du tout? Le voyage en train, c'est quelque chose qui est que vos voyageurs et votre clientèle, justement, adoptent avec facilité? C'est difficile de généraliser. Une fois de plus, on a 20% des clients partis sur les destinations proposées qui ont choisi le train. Eux ne nous ont pas remonté par définition de difficultés ou de craintes particulières. Je dirais même qu'à l'inverse des craintes par rapport au train, certains ont même exprimé les craintes par rapport à l'avion. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai d'abord eu pour idée de créer une offre de voyage avec le trajet en train. Une fois de plus, ce n'est pas tout à fait des voyages en train, avec le trajet effectué en train. Pour des raisons écologiques. Et en fait, on s'est rendu compte que chez tous les clients qui s'étaient inscrits, il y avait toujours et cette motivation et une autre. La plus fréquente, évidemment, c'était ce qu'on vendait nous-mêmes, c'est-à-dire l'intérêt de traverser des pays, donc de voir davantage de paysages, d'avoir une immersion plus progressive, d'avoir un voyage dans le voyage. Mais il pouvait aussi y avoir la phobie de l'avion. On a tendance, quand on est tour opérateur, à l'oublier complètement, parce que par définition, nos clients ne l'ont généralement pas, ou en tout cas, on ne les rencontre pas. Ou alors, c'est ceux qui partent en France et ne disent pas qu'ils avaient peur d'avion. Mais c'est vrai que pour toute notre activité qui est majoritairement long courrier, on oublie que des gens ont peur de l'avion quand même. Et qu'en réalité, la sécurité, les préoccupations de sécurité sont plus vis-à-vis de l'avion que vis-à-vis du train, à tous les points de vue. Sauf peut-être dans des destinations lointaines, mais donc, il y a la phobie de l'avion et même la phobie de l'aéroport. Tout à l'heure, vous parliez de la peur des gares, mais il y a des gens qui détestent les ambiances d'aéroport. C'est pareil, c'est très grand, c'est encore beaucoup plus grand. C'est encore plus difficile de se repérer quand on est seul. Les contrôles de sécurité sont plus stressants, longs et stressants que dans les aéroports. Cet été, la catastrophe des pertes de bagages dans les aéroports a plutôt servi le train quand même aussi. Bref, donc ces craintes-là n'existent pas. Non, par contre, la difficulté, elle n'est pas tout à fait sur la production à proprement parler, parce que c'est pareil, quand on connaît la destination, etc., on s'en sort, elle est plutôt sur la réservation. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas vraiment d'outils unifiés de réservation de toutes les compagnies ferroviaires européennes. On a toujours plus ou moins une partie dans les GDS, une partie dans le Trainline, mais pas toutes, par exemple. Il n'y a pas la Croatie. C'est pas tout à fait non plus aussi avancé, par exemple, ce que c'est un Trainline pour les remboursements, etc., qu'un GDS. Enfin, bref, là, c'est un discours un peu professionnel, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas aussi au point. Donc, on fait des réservations un peu en GDS, un peu Trainline, un peu les sites web des compagnies ferroviaires. Mais quand on en enchaîne plusieurs, forcément, c'est compliqué. On multiplie aussi les risques que si un train est en retard, on ne puisse pas prendre le suivant. C'est deux compagnies différentes. Enfin, ça n'a rien à voir avec si on réserve même plusieurs vols qui s'enchaînent dans un GDS pour un vol. Et enfin, pour la plupart des compagnies, les réservations ne sont ouvertes que 3 mois avant le voyage, ce qui complique le fait de figer pour nous le prix dans un devis ou le prix d'un voyage. C'est pas totalement impossible, évidemment. Ça veut dire qu'on prend le risque de fixer un prix alors qu'on n'en est pas sûr absolument, mais etc. Bon. Alors, 3 mois pour les voyages en Europe qui aujourd'hui s'achètent en ce qui nous concerne
sinon, en dernière minute, en tout cas, principalement se réserve, on va dire, dans les 3 derniers mois, c'est encore acceptable. Mais par exemple, dans nos voyages sur mesure, qui se réservent plus longtemps à l'avance, ce sera sinon un obstacle, en tout cas une difficulté à gérer. Voilà. Le cœur de la difficulté pour nous, c'est la réservation et la gestion des billets de train pour nos clients. Merci beaucoup, Fabrice Deltalia. Je voudrais justement rebondir à ces points qu'on vient d'évoquer avec vous, Jean Pinat, parce que justement, vous êtes sur un territoire qui est donc l'Occitanie. Est-ce qu'il y a eu des difficultés à mettre ça en place, à faire cet avancement de la possibilité de visiter l'entièreté du territoire d'Occitanie grâce au train, de faire délaisser par exemple la voiture qui est habituellement utilisée un petit peu partout, notamment dans les régions, justement pour basculer sur ce mode de transport? Alors, bon, moi, vous avez compris que le CRT, ce n'est pas une entreprise, hein, contrairement à mes deux collègues qui interviennent avec moi. Donc, on n'est pas dans la même problématique et pas dans la même recherche de rentabilité du produit, si je puis dire. Hein. Donc, au départ, il y a une volonté politique et celle de la présidente de région qui dit, voilà, moi, je parie sur le train du quotidien pour éviter qu'au quotidien et pour aller au travail, les gens prennent leur voiture. Donc, il y a une réflexion tarifaire qui est assez poussée dans ce domaine-là. Et puis, elle est prolongée à la sortie de la crise de la Covid avec une proposition de billets de train à 1 euro qui permettent donc aux habitants de voyager, on va dire quasi gratuitement, parce qu'on est d'accord qu'un billet 1 euro pour faire Montpellier-Toulouse, c'est cadeau qui est fait donc aux voyageurs. Je vous donne quand même ce chiffre parce que c'est important. On a fait une étude sur l'année 2021 et on n'a pas encore les chiffres sur l'année 2022, mais on a refait l'étude. Les billets de train à 1 euro, il y en avait environ 1,5 million hein, qui ont été mis en vente en 2021, ont généré 16 millions d'euros de consommation d'activités de loisirs. C'est-à-dire que les gens qui ont pris le train et qui nous disent s'il n'y avait pas eu ce billet de train à 1 euro, je ne serais pas parti parce que je n'avais pas de voiture ou parce que ça me coûtait trop cher. Et j'en ai profité donc pour me payer une location de paddle ou pour aller manger au resto ou pour je ne sais pas quoi faire. Voilà. 16 millions d'euros. Donc, ce n'est pas neutre, ce qui me peut dire qu'il voilà, y a un enjeu d'activité de loisirs connecté au voyage en train. Et dans le cas présent, sur l'Occitanie High Tour, voilà, un billet à 10 euros pour faire autant de trains que vous voulez dans la journée, même si je me doute bien que les gens ne vont pas faire le train par plaisir, ils ne vont pas faire tout le tour de l'Occitanie 15 heures de suite parce que ça ne serait pas cher. Mais c'est sûr que la tarification amène plus de gens dans le train. L'Occitanie étant d'ailleurs la région où proportionnellement le plus de gens prennent le train. Mais c'est lié à une politique tarifaire très ambitieuse. Le deuxième point, moi je voudrais dire, c'est que on a, et je pense que mes collègues le diront mieux que moi, mais voyager c'est une culture. Et la culture du voyage, elle doit être partagée et nous nous devons d'accompagner des publics et en particulier ceux qui n'ont pas l'habitude de partir en vacances parce que c'est une des cibles de l'Occitanie High Tour. On a d'un côté les touristes et de l'autre côté les habitants. C'est pas aussi évident parce que nous on a l'habitude de le faire hein, et que c'est pas très difficile de si on veut aller à Paris en TGV, on sait voilà, qu'il faut réserver un billet de TGV, on sait qu'il faut partir de Montpellier ou de Toulouse. Bon. Si vous adressez à des habitants, vous dites, mais avec le train 1 euro, vous pouvez tout faire. Et je prends souvent cet exemple, et en particulier, vous pouvez faire du canoë-kayak, vous avez des rivières magnifiques partout en Occitanie. Voilà, comment vous expliquez, comment vous poussez l'information à des gens qui n'ont pas l'habitude de voyager en leur disant, voilà, vous allez à la gare de Matabio le dimanche matin et vous prenez le train de 8h50, vous prenez le train en direction de Brive, vous descendez à la gare de Souillac, et là, à Souillac, vous avez deux loueurs de bateaux, et vous pouvez faire la descente de la Dordogne en canoë-kayak, qui est une rivière assez facile, et puis le prestataire vous ramènera à la gare de Souillac le soir, et on vous donne les horaires pour rentrer en TER le soir. Je donne cet exemple parce qu'on a fait le test en Occitanie. Si moi je fais un film, parce que c'est un peu mon job, et puis c'est un peu la mission d'un CRT, si je fais un film avec un drone pour montrer ce qu'on peut faire sur la Dordogne avec un paddle ou un kayak, j'ai 30 000 vues et tout le monde va se taper sur le ventre en disant ah, super, c'est vachement beau et le CRT a fait une super vidéo. Si je pousse l'information auprès de publics cibles en leur disant bah voilà, vous pouvez prendre le train à telle heure, vous descendez à Souillac, je mets 50 personnes dans le train. Ça veut dire qu'il y a une vraie différence à faire entre ce qui relève de la communication et ce qui relève de l'information. Et ce n'est pas la même chose.
Et moi, je considère que si on est meilleur, parce que je trouve que les organismes de gestion de destination ne sont pas très bons dans le domaine de l'information, si on est meilleur en termes d'information, oui, on amènera plus de gens. Mais ça veut dire, et j'ai une réunion juste après sur le sujet de l'Occitanie avec les équipes, il y a un énorme travail, et quand je dis un énorme travail, c'est très fastidieux d'attribuer à chacune des gares, il y en a 270 en Occitanie, d'attribuer à chacune des gares les activités touristiques qu'on peut pratiquer. En clair, de dire que si on descend à Ax-les-Thermes, qui est sur la ligne de Toulouse et qui va en Espagne, enfin à la Tour de Carol, il y a des chemins de randonnée et qu'on peut prendre ces chemins de randonnée pour amener ses enfants et pique-niquer au bord d'un lac. Voilà, ça va jusqu'à ce niveau de détail. Et si on va jusqu'à ce niveau de détail, alors oui, on met du monde dans le train et oui, c'est facile de vendre du train. Sauf que, je dis ça en souriant, mais sauf que c'est un boulot très long à faire et que finalement, connecter des activités touristiques, connecter des hébergements à des gares, ça n'a l'air de rien, mais c'est un vrai travail que nous devons de réaliser. Et c'est à ce prix-là, et c'est à ce prix d'information partagée que nous amènerons plus de gens dans le train. Et Merci. la finalité reste quand même que les gens découvrent le territoire et se déplacent et sortent de chez eux. Hein. Alors moi, je le dis souvent, hein, nous, on travaille beaucoup, enfin, on connecte le train à l'activité de loisir. J'insiste pour dire loisir et pas tourisme, c'est-à-dire que c'est des journées sans nuitée, donc sans séjour. Et il y a un enjeu social et sociétal très important, c'est de faire sortir les gens de chez eux. J'ai fait un post l'autre jour parce que j'ai écouté James Cameron qui vantait son film Avatar, que je n'ai pas vu mais qui semble très beau, et qui faisait l'apologie de tout ce qui était immersif en disant, voilà, l'enjeu des loisirs de demain, c'est d'amener tout le monde de l'extérieur à l'intérieur. Je disais, voilà, il déclare la mort du tourisme en disant ça. Nous c'est de faire l'inverse, c'est de faire sortir les gens. Et le tourisme et le loisir commencent une fois que les gens ont fermé leurs portes. Donc, ouais, il y a aussi beaucoup de travail à faire pour que l'usage du temps libre ne soit pas finalement trop préempté par ces vendeurs de chaînes à péage qui ont compris tout l'intérêt de faire rester les gens sur leur canapé. Merci beaucoup, Jean. Justement, vous parliez de connexion avec les hébergements, etc. On en parlera tout à la fin de ce webinaire, justement, comment on passe du train, justement, comment on fait le lien avec les autres acteurs de la profession. Juste un dernier petit point sur tout ce qui est lié justement au côté client. De votre côté, c'est vrai qu'on vous disiez, voilà, il y a des voyageurs qui ont la crainte du train, qui ont la crainte de l'insécurité, qui n'ont pas cette pratique qui est ancrée dans leurs habitudes, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous avez découvert, par exemple, des typologies de voyageurs? Est-ce qu'on est sur des gens qui vont plutôt plus le temps que d'autres, qui sont moins pressés, qui sont vraiment ancrés dans cet avenir du slow tourisme? Est-ce que ce sont des gens qui ont des particularités, qui sont soucieux de l'environnement, par exemple, ou de l'écologie, et qui préfèrent choisir le train plutôt que prendre l'avion et laisser un impact carbone un peu plus important? Est-ce qu'on découvre un petit peu les motivations des voyageurs, justement, quand ils viennent rechercher des voyages en train auprès de vous? Alors, oui, il y a une typologie de voyageurs qui n'est pas forcément celle qu'on attendait. C'est-à-dire que moi, quand je me suis intéressée au train, je pensais effectivement qu'on aurait beaucoup de voyageurs soucieux de l'écologie. Alors, c'est le cas, bien sûr, il y a des voyageurs soucieux de l'écologie, mais comme le disait Fabrice Deltaglia, il y a beaucoup de voyageurs qui ont la phobie de l'avion. Et quand je disais que les gares le train et les gares sont insécurisantes, je ne voulais pas dire que le train ou la gare faisait peur, c'est juste qu'en fait, il y a, dans un voyage en train, où tout le circuit est en train, on multiplie les occasions de se retrouver dans une gare, de se retrouver en contact avec un environnement et des gens dont on ne parle pas forcément la langue. Et c'est plutôt cette zone d'insécurité personnelle, pas physique, ou, voilà, qui peut faire peur, parce que quand on est dans un avion, on fait un voyage en avion, effectivement, c'est beaucoup plus stressant qu'une gare, mais on le fait qu'une fois. On arrive et pendant tout son voyage, on est pris en charge, on n'a plus de zone de solitude devant le panneau d'affichage. Voilà, donc les gens qui ont peur de l'avion sont une vraie typologie de clients.
Ensuite, on a des gens qui ont beaucoup voyagé tout seuls, c'est-à-dire qui ont déjà fait des voyages, que ce soit en train ou en avion tout seul, et qui n'ont plus envie d'organiser eux-mêmes. C'est-à-dire, en gros, les gens qui viennent chez nous sont des gens qui, peut-être il y a 10 ans, auraient fait le même voyage tout seul, mais là, ils ont envie un petit peu que ce soit fait pour eux. Donc, le côté un petit peu aventure, et puis le côté, comme disait Jean Pinard, le plus important dans le voyage en train, c'est l'information qui va autour. Donc, ils n'ont pas envie de faire cette recherche qu'ils ont peut-être fait précédemment pour que leur voyage soit super, et ils préfèrent passer par une agence, puisque nous, on a fait la sélection de manière à ce que le voyage soit en train et soit chouette. Tout ce que Jean Pinard essaye de mettre en place sur l'Occitanie, ben nous, on essaye évidemment de le mettre en place sur nos circuits. Quand le voyageur, ça va s'arrêter à Vienne ou à Cracovie, ou etc., nous, comme il ne voyage que dans le train, il faut qu'on se débrouille pour qu'on puisse donner l'information de qu'est-ce qu'il va pouvoir faire au départ de sa gare d'arrivée. Donc, cette information, on la fournit, et le voyageur a moins de recherche à faire. Donc, les gens qui ont la phobie de l'avion, les gens qui ont un petit peu la flemme de refaire des voyages, de reconcevoir eux-mêmes des voyages alors qu'ils ont eu l'habitude de le faire et qui savent, hein, qui valorisent le temps que ça prend de préparer un voyage comme ça. Et puis aussi des gens qui ont une conscience écologique, et notamment, à ma grande surprise, enfin, pas une grande surprise, c'est peut-être un peu exagéré, mais quelque chose auquel je ne m'attendais pas, des familles. Voilà, je m'attendais en Russie, enfin moi sur le transsibérien, on n'avait jamais des voyages en famille, on va pas faire, enfin c'est très très rare. Alors que les voyages en Europe attirent pas mal de familles, de gens qui veulent partir à 1, 2, 3 enfants et faire tout leur circuit en train avec les enfants. C'est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup cette idée du voyage en train en famille. De votre côté, Fabrice Deltalia, est-ce qu'on retrouve un petit peu ces mêmes typologies, ces mêmes idées au niveau des voyageurs? Oui, globalement, oui. Alors, évidemment, les voyageurs qui veulent qu'on s'occupe de tout, par définition, c'est le point commun de tous nos clients. Puisque pour un tour opérateur, sa principale valeur ajoutée, c'est précisément de s'occuper de tout. D'ailleurs, la difficulté de réserver un train pour voyager en Europe en enchaînant plusieurs compagnies que je pointais tout à l'heure, c'est une difficulté pour l'opérateur, mais c'est quand même presque un avantage aussi, puisque finalement, si c'était facile, peut-être plus de gens le feraient par leurs propres moyens. Or là, effectivement, si vous êtes un voyageur individuel et que vous espérez faire un voyage complexe entrant en Europe, c'est effectivement assez compliqué. Donc, c'est là aussi une valeur ajoutée qu'on apporte. Et puis, de toute façon, une fois de plus, notre valeur ajoutée, c'est le voyage une fois qu'on est sur place, puisque là encore, il s'agit pour nous que de proposer le trajet pour y aller. Ensuite, c'est les voyages de randonnée, de découverte culturelle, etc., etc., où tout est organisé. En termes de typologie, oui, la préoccupation écologique, elle est quand même primordiale, je pense, chez la majorité de ceux qui ont choisi cette formule chez nous. Alors, c'est peut-être un peu biaisé par le fait que, déjà, par nature, nous adressons au moins en partie à des gens sensibles à cela, du fait de nos engagements anciens et approfondis en la matière, voilà, depuis des années, l'absorption et ça fait beaucoup partie de notre discours et de notre positionnement en général depuis longtemps. Simplement, c'est vrai que certains nous ont exprimé explicitement que s'ils avaient voyagé avec nous cet été, c'était parce que nous offrions la possibilité de voyager en train. Et qu'on a une mutation même à l'intérieur de notre clientèle habituelle, même chez des gens qui ont avec nous voyagé beaucoup en avion dans le passé. On constate, notamment depuis cette année, qu'il y a une migration encore faible, mais quand même mesurable, de gens qui se refusent désormais à prendre l'avion, ou en tout cas beaucoup moins, ou en tout cas vraiment en dernier recours, etc. etc. Pour l'anecdote, j'ai fait gagner cette année un voyage dans le cadre d'un jeu concours qui permettait sur l'un de nos voyages sur le thème de la conquête spatiale, qui permettait d'aller assister au lancement d'une fusée aux États-Unis. Le gagnant de ce jeu, qui savait pourtant ce qu'il y avait à gagner, que je contacte, me dit « Ah, c'est vraiment super, mais finalement, je ne trouve pas ça très raisonnable de prendre ce lot et d'aller aux États-Unis pour assister à un lancement, un voyage de 5 jours en avion et de revenir. Est-ce que je pourrais l'échanger pour un voyage en Europe en train ?» Voilà. Donc, alors même qu'il a gagné autre chose pour lequel il avait joué sur un thème qui l'intéressait. Donc, il y a vraiment… Et la raison était exclusivement écologique, puisque c'était pas le thème du voyage. Une vraie prise de conscience client, quoi. Ouais, totalement. Totalement. Et puis c'est au-delà de la prise de conscience, c'est-à-dire ça en passe à l'action, quoi.
Des gens qui choisissent ça, qui ont choisi ces voyages parce qu'ils étaient proposés, sinon ils n'auraient pas voyagé forcément avec nous, ou en tout cas qui passent du long courrier nécessitant l'avion à des voyages en train en Europe, etc. Voilà. Après, effectivement, de façon moins mesurable, toutes les autres motivations qu'on a citées tout à l'heure, la peur de l'avion, la peur des aéroports, la volonté de prendre son temps, celle de découvrir les paysages. Par exemple, on ne privilégie pas particulièrement les trajets de nuit, ou du moins pas qui se dérouleraient entièrement de nuit, parce que l'intérêt de voir des paysages et de découvrir le pays qu'on traverse, évidemment, il n'existe quasiment que de jour. Et quand on traverse de nuit, on s'accorde éventuellement une journée de plus à l'arrivée pour profiter un peu plus longuement du voyage dans la ville d'arrivée. Et effectivement, on a aussi eu des familles. Alors, ça n'a pas été la majorité néanmoins cet été, mais quand même significativement, et y compris sur les voyages les plus compliqués, des gens qui sont allés en Albanie en famille, avec le trajet que je vous indiquais, quoi, Paris, Milan, Milan-Bari, nuit à Bari, ferry, etc., avec des enfants. Voilà, en quelque sorte, les motivations, en tout cas, qui sont exprimées par ceux qui choisissent cette formule. Merci beaucoup, Fabrice Deltalia. Alors, petit aparté, Jean, justement, est-ce que, vu qu'on est sur un territoire français en Occitanie, est-ce qu'on a vu une modification, par exemple, chez les voyageurs en train? Est-ce que ce sont principalement les Occitans qui voyagent? Est-ce que c'est une prise de conscience aussi un petit peu on va voyager de façon bas carbone, ou c'est plutôt… Est-ce que ça permet aussi de faire voyager, on va dire, tous les niveaux sociaux, puisque du coup, l'Occitanie Rail Pass permet justement l'accessibilité à des voyageurs, comme vous disiez tout à l'heure, qui prenaient peut-être la voiture, mais maintenant c'est devenu trop cher. Donc, est-ce qu'on a vu un changement du côté des voyageurs? Alors, il faut qu'on distingue le billet de train 1 euro de l'Occitanie Rail Tour qui va être lancé à Pâques. L'Occitanie Rail Tour, finalement, c'est un pass qui permet de voyager, c'est comme la carte Interrail, hein, c'est un pass qui permet de voyager de manière illimitée sur la région, avec un guide Michelin qui permet de donner des informations pour préparer son voyage, des cartes touristiques, et puis donc un site internet dédié qui va bientôt sortir. Mais si je reviens juste sur les billets de train 1 euro, oui, 50% des bénéficiaires du billet de train 1 euro sont des gens qui soit n'avaient pas le permis, soit n'avaient pas les moyens de voyager. Donc, évidemment, on a amené un public différent, beaucoup de jeunes d'ailleurs en particulier, hein, autour du billet de train 1 euro. Et si on devait faire un ordre dans la motivation des gens qui prennent le train, il est évident que c'est la tarification qui amène le plus de monde possible dans le train. L'ambition de dire voilà, je voyage en train parce que ça pollue moins, elle vient par définition après. Enfin, ou alors il y a des irréductibles du train, il y en a quelques-uns qui disent bon, moi, de toute façon, je prendrai le train coûte que coûte. Donc les deux cumulés, oui, surtout si on explique tout ce qu'on peut faire en train, parce que sur cette nécessité d'information, voilà, si vous dites que en prenant le train au départ de Nîmes, vous pouvez faire les gorges de l'Allier en descendant à la gare de Châteauroux et revenir le soir chez vous, oui, vous avez effectivement beaucoup de familles qui vont dire c'est même pas la peine de prendre la voiture, un, parce que ça coûte moins cher, deux, parce que c'est plus rapide en train, on est dans des gorges, donc c'est un peu compliqué de circuler en voiture. Donc voilà, quand on fait ce travail-là, on amène effectivement beaucoup plus de personnes dans le train. Donc, le triptyque gagnant, c'est un, une tarification hyper favorable, deux, une communication pour expliquer que le train, c'est un mode de déplacement qui renvoie à l'idée d'un voyage qui limite son empreinte carbone, parce qu'aujourd'hui, les usagers, les touristes, les habitants, les citoyens sont confrontés à cette situation-là. Et puis, trois, une bonne information donnée en amont pour expliquer tout ce qu'on peut faire en train. Et je vois, c'est Mélanie tout à l'heure qui faisait référence au dernier kilomètre. C'est vrai que c'est un sujet, le dernier kilomètre, mais c'est pas… On va l'aborder à la fin, ouais. Voilà. On a l'impression que c'est souvent le sujet qui, finalement, nous donnerait raison de ne pas faire. Moi, je considère que ce n'est pas tout à fait vrai comme ça. Et on voit, là, j'avais hier une discussion avec Air Canada, puisqu'il y a une ligne aérienne qui s'ouvre entre Montréal et Toulouse. Voilà, on est en train de convaincre Air Canada, alors on leur fait un super tarif, hein,
on leur donne 4 jours d'Occitanie Rail Tour pour grosso modo 25% du prix, et on leur dit mettez l'Occitanie Rail Tour dans le tarif d'avion. Après, les gens téléchargeront ou pas le billet s'ils le veulent, hein, puisque ça se met sur le smartphone. Mais ce qu'on espère, voilà, c'est que une communication à la fois d'Air Canada et à la fois de l'Occitanie va faire en sorte que les Canadiens, au départ, se disent bah, tiens, j'ai peut-être pas besoin de louer une voiture. Alors, ce ne sera pas très bon pour le business de location de voiture, mais moi, je ne suis pas payé pour les aider sur ce sujet-là. Et je mettrai plus de gens dans le train. Moi, je trouve qu'une compagnie aérienne qui se soucie de ce que vont faire les gens une fois qu'ils sont arrivés en France, en les encourageant à prendre et à acheter ce billet-là, avec voilà, s'il faut leur donner le guide Michelin, on leur donnera le guide Michelin pour qu'ils voyagent mieux informés. Voilà. Je trouve que si on y arrive, voilà, je reviendrai pour pour une prochaine visio encore plus heureux. Alors, je crois que Mélanie dans voilà. la question. Du coup, allô, c'est à toi. Oui, alors moi, ma connexion coupe, alors du coup, je m'excuse parce que j'ai des fois du mal à capter. Le sujet, on en a déjà parlé, du coup, on a déjà commencé à en parler. On va parler du prix et des cibles clients, donc les gammes. Donc on a commencé à en parler. L'impact du prix aujourd'hui, est-ce que le train, c'est plus cher, moins cher? Donc on voit pour l'Occitanie Rail Tour que c'est moins cher du coup. Jean Pinard, la question sur l'Occitanie, ce sera comment on fait pour avoir des tarifs attractifs à 1 euro, comme vous avez fait pour Lio. Quel est le secret? Est-ce que c'est de l'argent public? Et votre positionnement par rapport à ça? Et la deuxième question, du coup, ce sera, est-ce que vous prévoyez, chacun de vous, différentes gammes de voyages, c'est-à-dire une gamme accessible? Alors aujourd'hui, par exemple, sur Occitanie, c'est plutôt l'accessibilité. Peut-être que votre positionnement est un peu différent chez Discovery Trends et Nomade Aventure. Mais est-ce que entre le voyage finalement pas trop cher en train et les voyages hyper luxueux qu'on peut avoir dans le Transsibérien ou les trains mythiques, voilà, est-ce que vous prévoyez de faire plusieurs cibles finalement clients et plusieurs voyages en train avec comme on le fait sur d'autres produits, des différences tarifaires et de classification de gamme? Je vous laisse la parole du coup. Jean, peut-être pour continuer sur ce Très que vous avez rapidement, un dit billet de et train. après, voilà. Rien n'est gratuit dans ce bas monde, hein, donc le billet de train 1 euro, c'est une péréquation rapide entre la SNCF et la région. La SNCF qui dit voilà, tous les gens qui montent avec un billet de train 1 euro, ben, ils ne vont pas payer le prix normal. Donc je calcule la différence en tenant compte quand même du fait que les trains 1 euro c'est pas des trains supplémentaires, donc c'est des trains qui devaient circuler. Donc voilà, la région est très vigilante sur le calcul qui est fait par la SNCF, parce que voilà, il y aurait de toute façon un coût pour la SNCF à faire circuler ces trains. Donc plutôt que d'avoir 50 personnes dans un train, il y en aura 150, et puis on ne va pas considérer que les 150 seraient venus s'il n'y avait pas eu ce billet de train 1 euro. Donc voilà, une petite péréquation. Je vais vous donner le chiffre, mais à prendre quand même avec des passettes. En 2021, le coût pour la région, c'était 2 millions d'euros. Voilà. Mais en échange, voilà, il y a environ 1 million de voyageurs en plus, 1 million de voyages plutôt, c'est pas de voyageurs, 1 million de voyages en plus, avec le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, 16 millions de retombées sur les activités de loisirs. Donc, il y a une retombée évidente. Si vous voulez que j'enchaîne sur Oui, les allez-y du types coup de sur voyages. Donc, en fait, il existe des voyages de luxe, mais je ne pense pas que c'est ce dont on parle aujourd'hui. Des trains de luxe, ils existent depuis longtemps. Je pense que les gens qui les prennent ne sont pas forcément dans une démarche écologique, ils sont juste attirés par un produit de luxe. Donc, ce n'est pas tout à fait de ce genre de voyage dont on parle aujourd'hui. Si on prend les voyages en train régulier, on peut distinguer les voyages en train de nuit
parce que justement, dans le train de nuit, il y a une grande différence entre le train couchette et le wagon-lit, très confortable, seul, etc. Mais à part cette distinction-là, le train est quand même assez égalitaire. C'est-à-dire, quand on prend le train, on va se retrouver tous ensemble. Si ce n'est pas un train de nuit, il n'y aura pas... OK, il y a la première et la deuxième classe, et encore vraiment pas partout. On va tous se retrouver à côté. Donc, le train super luxe, le voyage super luxe en train régulier... tu as un peu un contresens, c'est-à-dire que voilà, on peut avoir un trajet avec des hôtels 3, 4, 5 étoiles, mais on va avoir tous le même voyage. Donc, les gammes de prix, elles sont faciles à faire. C'est-à-dire que le voyage chez nous, il est toujours basé sur la deuxième classe et le 3 étoiles. Et ensuite, il y a la possibilité de passer en première classe s'il existe et de passer en 4 ou 5 étoiles si les gens veulent. Mais bon, je dirais qu'on ne dépasse pas bien le 3, 4 étoiles. Un voyage en train régulier avec du 5 étoiles dans chaque gare, ça serait pourquoi pas, j'adorerais le faire, mais c'est pas c'est pas la demande qu'on a la plus fréquente. Et aujourd'hui, ça n'existe pas aussi, les trains avec des services qui pourraient être différenciés en fonction. Enfin, aujourd'hui, à part la première classe, la deuxième classe, finalement, même sur la partie euh, expérience des repas, enfin tout ça, finalement, la différenciation aujourd'hui avec les opérateurs en place, on a soit du luxe, soit du courant, quoi. Alors, avec une petite exception pour certains trains suisses, par exemple, où là, il y a quand même des classes qui veulent vraiment dire quelque chose. Si vous prenez le Glacier Express en classe excellence, avec le repas compris, c'est quand même un sacré voyage de luxe, quoi. Si vous prenez au Canada, le Canadien qui traverse le Canada dans les classes les plus élevées, on est vraiment dans du voyage de luxe. Mais si on parle des voyages en Europe pour aller en Italie, pour aller dans les pays de l'Est, etc., ça va quand même... Enfin, on ne va pas faire un voyage de luxe par le train. Il y a quelques exceptions, mais voilà. Donc, les gammes, elles se définissent par le type d'hôtellerie qu'on va sélectionner ou éventuellement le niveau de train couchette si on est dans du train de nuit. Et par rapport à ça, est-ce que vous pensez que ça arrivera pas un jour de transposer finalement l'hôtellerie avec cette gamification dans le train? C'est un travail qui est en cours sur le train de nuit avec Midnight Trains, beaucoup de projets de trains différenciants, de trains de très qualitatifs, etc. Mais on n'est pas encore dans ces terres-là. C'est plus le futur, quoi. Ok. Fabrice, est-ce que vous aviez votre avis sur la question de la tarification et des cibles? Oui, pour nous, le sujet de la tarification, c'est exclusivement celui de la différence pour un même voyage entre y aller en avion et y aller en train. Ça n'est pas de créer des gammes tarifaires différentes à l'intérieur du train, parce qu'une fois de plus, il ne s'agit que du trajet aller et du trajet retour. Donc, effectivement, il est tarifé sur de la seconde classe, de la couchette éventuellement quand on doit voyager de nuit en seconde classe. Voilà. Il n'y a pas d'enjeu à proposer particulièrement de la première classe, même si elle peut être demandée. Et une fois de plus, il ne s'agit que du trajet. Non, le seul sujet, c'est vraiment la différence de tarif entre l'avion et le train, notamment du fait qu'en Europe, il y a un choix d'avions low cost qui donne le sentiment, un peu exagéré auprès du public, mais quand même que c'est moins cher de voyager en avion qu'en train. C'est un peu exagéré parce que si on devait comparer réellement à une date identique de réservation, etc., ce ne serait pas tout à fait le cas. Mais ça reste une perception assez répandue. Quant aux cibles, elles ne diffèrent pas fondamentalement de ce point de vue-là, en termes de prix quand même de notre cible actuelle, puisque, une fois de plus, les différences de prix sont entre 10 et 15% plus chères que les équivalents en avion. Alors, c'est sensible, mais ce n'est pas pour autant que ça change de cible carrément. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, on reste quand même dans le transport. C'est peut-être une vue de l'esprit de se dire que demain, on pourra transposer l'hôtellerie dans le transport au niveau du train et avoir une gamification dans le train. Je ne sais pas, mais pour nous, ce n'est pas du tout le sujet. Ok, d'accord. Une fois de plus, le voyage se déroule à destination, et à destination, il ne se déroule pas en train pour nous. Donc, ça n'a rien à voir avec la problématique de Discovery Train, où, bien sûr, il y a des gammes différentes. Sur les très rares trains que nous vendons en long courrier, au premier rang desquels le Chongololo en Namibie, là, oui, vous
vous avez du haut de gamme, etc. Mais c'est une autre expérience, c'est un autre concept, c'est pas du tout acheté pour les mêmes raisons, notamment par les raisons écologiques, puisqu'on s'y rend en avion, etc. Donc oui, il y a des enjeux de ce genre sur le long courrier ou sur les trains de luxe en Europe. Mais en ce qui concerne l'offre de voyage aller-retour en train en Europe pour nous, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est d'élargir les destinations. Et c'est de pouvoir réserver les destinations proposées, et c'est de pouvoir réserver et gérer nos réservations plus facilement. Ouais, donc il y a un scope écologique qui est quand même super fort sur le sujet, qui est le point d'entrée finalement chez vous. Pour nous, oui. Okay. Très bien. Du coup, merci. On va parler du futur avec Jennifer, du coup. Voilà, donc justement, on va aborder le futur, que ce soit les objectifs que vous avez à l'avenir dans le métier du tourisme, et également les enjeux. On va en discuter tout à l'heure. Donc, justement, actuellement, comment vous comptez continuer à avancer dans la branche, on va dire, du slow tourisme, dans cette partie du tourisme durable? Est-ce que vous avez des objectifs justement pour compléter vos projets de développement respectifs, que ce soit en France ou à l'étranger? Question un peu difficile. Ben, nous, on a l'objectif de découvrir plus de parties du monde, parce qu'il faut bien reconnaître que pour vendre du voyage en train, qui ne soit pas juste de l'acheminement, mais du voyage en train, c'est vraiment très important de connaître son train. Et voilà, c'est quand même, il y a des trains dans le monde entier, et on ne peut pas prétendre connaître toutes les régions. Donc, on creuse ça. Les objectifs pour nous, c'est énormément de voyager. Enfin, chez nous, c'est vraiment très important. Tous les vendeurs voyagent beaucoup. Donc, il y a une zone qu'on maîtrise encore mal, qui est l'Asie. Donc, pour 2023, on a quelques voyages en Asie prévus en train. Voilà, donc découvrir pour pouvoir témoigner, contourner les problèmes et expliquer les spécificités, les choses à faire ou à ne pas faire à nos clients, puisqu'on les aura testés. Donc, découvrir le monde, voilà. Et vous, de votre côté, Fabrice Deltalia? Le slow tourisme, d'une façon générale, et les voyages plus responsables par ailleurs, ce serait deux vastes sujets, il me faudra à nouveau une heure. Mais bon, on va dire, pour résumer, que le slow tourisme, c'est quasiment notre activité elle-même, puisque les 2 tiers de nos voyages sont des voyages de randonnée. Donc, c'est plutôt la définition du slow tourisme. On peut difficilement imaginer plus lent. Simplement, si j'en reviens aux perspectives concernant les voyages en train, nous, l'enjeu pour 2023, ça va être d'élargir la première expérience qu'on a menée en 2022 à quelques destinations nouvelles que nous avions écartées dans un premier temps parce qu'on pensait qu'elles seraient trop complexes, que le trajet serait trop complexe ou trop long. Donc, ce sera le cas de la Grèce, de l'Europe centrale et de l'Europe du Nord, donc Danemark, Suède, Norvège. Et d'autre part, de le proposer également pour nos voyages sur mesure, parce que là, depuis ce dont je parle depuis tout à l'heure, ce sont uniquement des voyages en groupe, en petits groupes, donc où les gens se rejoignent à destination et constituent un petit groupe. Et pour nos voyages sur mesure en Europe, en Écosse, nous venons de commencer avec succès. Et nous allons développer aussi une gamme de voyages à vélo qui sera en ligne dans quelques semaines, en France et en Europe, pour lesquels nous proposerons en partie de se rendre à destination en train. Donc là aussi, voilà, il s'agit d'un élargissement de nos offres à la fois vers de nouvelles destinations et vers les voyages individuels. Merci. Alors du coup, on a un petit peu dépassé sur le temps. Vous avez certainement pas mal de choses à faire, donc on va essayer de finaliser un petit peu la fin de l'interview. Alors, les dernières questions qu'on avait, c'était sur le dernier kilomètre. Comment vous prévoyez d'avancer sur ce fameux dernier kilomètre? Mais bon, peut-être qu'on n'aura peut-être pas le temps de l'aborder dans les détails. Et après, pour finir, finalement, le message que vous avez adressé sur ce sujet du train, soit aux acteurs du train et aussi aux autres pros qui voudraient s'engager aussi sur ce sujet. Donc voilà, je vous laisse la parole pour essayer de clôturer le sujet d'aujourd'hui. Du coup, peut-être Laure Jacquet, puisque vous aviez commencé. Le message aux pros, c'est prenez le train. Parce qu'effectivement, quand on prend le train, ça devient beaucoup moins difficile de le proposer. Et en fait, je pense que plus on prend le train, plus on l'aime,
plus on se rend compte que le voyage en train est agréable et que la découverte en train a quelque chose d'encore plus magique parce qu'on rentre, contrairement à ce qu'on peut penser, la téléportation marche en train. On arrive au cœur d'une ville, on sort, on est rentré dans une ville sans sas, enfin sans sas dans le sens sans sas. Voilà, donc prenez le train et ça sera beaucoup plus facile à vendre. Et alors, très anecdotique, mais il y a beaucoup de choses à dire aux opérateurs. Fabrice Deltaglia disait que voilà, on manque des systèmes qui permettent de vendre des voyages d'un coup. Il faut passer par plein de... Bon, unissez-vous, bien sûr, mais surtout, faites attention au Wi-Fi. Parce que le Wi-Fi est souvent prétendument garanti, mais souvent il ne marche pas. Et pour des gens qui sont bien en autonomie, qui ont besoin de retrouver leurs documents, etc., de se repérer, c'est super important. Voilà, donc garantissez-nous, s'il vous plaît, le Wi-Fi dans les trains. Super, merci Laure pour cette belle conclusion. Jean, du coup, alors le dernier kilomètre, vous n'aurez pas le temps d'aborder du coup, ou alors vous pouvez Non, l'aborder, mais voilà. je vais faire vite. Juste, pour moi, la question du dernier kilomètre, c'est la question de la bonne information. Moi, j'ai voyagé en Interrail. Beaucoup de jeunes qui voyagent en carte Interrail ne nous font pas remonter la problématique du dernier kilomètre parce qu'ils trouvent des solutions. Je prends souvent appui sur Rome to Rio, qui a été une plateforme qui donnait des informations en donnant jusqu'au numéro du taxi, au numéro de téléphone du taxi, quand on arrivait dans un petit village et qu'on voulait aller encore 10 km plus loin et que là, pour le coup, il n'y avait plus aucun transport en commun. Donc voilà, c'est plutôt la gestion de la bonne information. Et je ne vais pas être très long, mais je voudrais juste donner l'exemple du château de Chambord que je donne depuis 10 ans. Le château de Chambord est un des châteaux les plus visités de France. Sur le site du château de Chambord, il n'y a toujours pas la moindre information pour expliquer à un Américain qui est à Paris de quelle gare il doit partir de Paris, à quelle gare il doit descendre et comment il arrivera jusqu'au château de Chambord avec le bus qui va gérer le dernier kilomètre, en l'occurrence, c'est les derniers 18 kilomètres entre la gare de Blois et le château de Chambord. Voilà. Donc la responsabilité, je considère qu'elle appartient beaucoup aux organismes de tourisme qui ne font pas beaucoup l'effort de gérer cette information et pour beaucoup aux opérateurs qui ne font pas non plus beaucoup d'efforts pour donner la bonne information aux visiteurs. Mais sur ce seul exemple, comprenez que imaginez quelqu'un qui arrive à Pékin et qui cherche le train pour aller à la muraille de Chine. Voilà. Si on ne lui a pas un peu mâché l'information au départ, il y a peu de chances qu'il le trouve. C'est la même chose pour un Américain qui devrait choisir entre cette gare, la gare d'Austerlitz pour aller au château de Chambord. Si on ne lui dit pas, il y a peu de chances qu'il le trouve. Ok, donc l'information client. Et du coup, votre conclusion sur le message que vous avez à dire sur le train aux autres pros ou si vous avez un message à faire passer sur… Qu'il faut y croire parce qu'il y a beaucoup de critiques sur ce que nous faisons autour de l'Occitanie Rail Tour, autour des grèves, autour des travaux, autour des annulations. Mais je crois que c'est Laure qui l'a dit tout à l'heure. Voilà, cet été, il y a eu des pertes de bagages. Moi, j'ai quand même lu un article toujours dans Tourmag où les voyagistes se plaignaient des annulations intempestives d'avions qui ont des conséquences, à mon avis, un peu plus lourdes qu'un train qui prend du retard parce qu'il y a des travaux sur la ligne. Donc oui, il faut entretenir les lignes. Oui, il y a aussi des grèves à la SNCF. Et oui, aussi des annulations parce qu'il y a des problèmes de matériel et qu'on travaille en flux tendu. Mais voilà, la régularité des TER en Occitanie, c'est 93%. Donc voilà, ne pointons pas les 7% qui manquent pour être parfait. Voilà, il faut commencer, c'est-à-dire les petites rivières font les… Voilà. Du coup, Monsieur Fabrice Deltaglia, pour terminer votre vision et ce que vous aimeriez partager avec ceux qui nous écoutent. C'est assez simple, il faut le faire parce que c'est moins compliqué que ce que ça a l'air de prime abord pour les tours opérateurs, les agences de voyage. C'est faisable même s'il y a des obstacles sur la réservation, etc., ce que je disais tout à l'heure. Et puis surtout, ça correspond à une attente manifeste, notamment du point de vue de l'empreinte climatique du voyage et de l'avion. On débat en France de l'interdiction éventuelle des trajets en avion pour tel ou tel… quand l'alternative en train existe de moins de 3 heures, 5 heures, etc. Mais indépendamment des débats politiques, il incombe aux tour opérateurs de proposer les alternatives et de permettre aux gens, de laisser les gens choisir, mais surtout de leur mâcher le travail pour qu'ils choisissent. Alors effectivement, nous, on est au-delà du sujet de l'information
que pointait M. Pinard, parce que par définition, on organise tout, donc le dernier kilomètre, il n'est pas supposé être un sujet pour nos clients, sinon c'est qu'on n'a pas tout, on n'a pas pensé à tout. Donc en principe, si on pense à tout, c'est pas le sujet du client, le dernier kilomètre, éventuellement, c'est le nôtre. Mais en tout cas, voilà, quand on le propose, ça trouve son public. On a, une fois de plus, ça reste un tout petit échantillon. Ce qu'on a fait sur Nomade, on n'est pas en Europe un très gros tour opérateur, ça représente quelques dizaines de clients sur quelques centaines, etc. Et ça reste modeste, mais les pourcentages sont quand même relativement élevés. 20% de gens qui substituent, qui choisissent le train plutôt que l'avion quand les deux étaient possibles, ça reste significatif. Donc, extrapoler à des tours opérateurs qui font voyager des milliers ou des dizaines de milliers de gens en Europe, ça pourrait représenter des enjeux beaucoup plus importants. Or, si c'est faisable pour un tout petit tour opérateur comme Nomade, c'est forcément a fortiori faisable pour de plus gros. Donc, l'offre trouve son public, quoi. Mais oui, et de façon en plus très naturelle, parce qu'on n'avait absolument pas communiqué sur cette offre, en tout cas jusqu'au début de l'été, jusqu'à ce qu'on ait des récompenses. Donc ça, ils l'ont trouvé tout seul sur notre site, ils ont cliqué sur le lien, ah tiens, je peux voyager en train plutôt qu'en avion. Donc sans doute le potentiel est encore bien supérieur. Et toutes les objections que j'entends, c'est trop compliqué, c'est plus cher, etc. Bon, peut-être qu'elles ont un effet sur la demande. Peut-être que la demande serait 2 fois plus importante si c'était moins compliqué, moins cher et plus court. Oui, d'accord, mais déjà avec ces obstacles-là, 20, 25, 30% des gens le choisissent. Donc, en fait, l'offre, on peut conclure que finalement, ce n'est pas toujours la demande qui drive l'offre, mais aussi l'offre qui permet aussi de voir ce qu'il y a derrière et de commencer, de mettre un pas. Ça permet aussi de sentir le marché et de l'adapter et de finalement répondre mieux à la demande. Moi, je suis convaincu en ce qui concerne le tourisme, en particulier la forme de tourisme qu'on propose, qu'on est dans une économie de l'offre. C'est pas, les gens ne savent pas forcément ce qu'ils veulent avant que l'on leur propose. C'est notre boulot de leur proposer ce que nous on juge utile. Okay. Si on commence à s'intéresser à la demande, alors que bon, c'est difficile de se projeter pour le grand public sur des voyages, des propositions qui n'existent pas. Non, notre travail, c'est d'imaginer des choses qu'on juge bien, de les proposer, et celles qui le sont effectivement trouvent leur public. Ok. Donc test and learn. Exactement. C'est pas très cher en plus, on n'est pas dans une activité où la R&D coûte très cher, il faut bien reconnaître, la barrière est très basse, très très basse. La conception d'un voyage, quand bien même on fait une reco sur place, etc., c'est quelques milliers d'euros au maximum, voire quelques centaines. C'est rien du tout. Donc, ça ne coûte rien d'imaginer quelque chose, rien, pas grand-chose, d'imaginer de quelque chose, de le concevoir, de le proposer, de le vendre. C'est beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteux que de faire une étude de marché. Ouais, ok, d'accord. Donc, il faut y aller et voir comment ça fonctionne et modifier en fonction de ses clients, quoi. C'est ça le message. Ok, oui, super. C'est comme disait Laure tout à l'heure, c'est prenez le train, allez-y, faites-le, faites l'expérience, il faut tenter. De toute façon, on ne peut pas savoir tant qu'on ne l'a pas fait, donc prenez le train. Voilà. Ok, bon, super. Merci à tous d'avoir accepté cet échange. On a appris plein de choses. Alors moi, ma connexion a coupé, donc j'espère que derrière, ça va pas couper tout l'enregistrement pour que les personnes puissent revoir l'échange. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses, donc j'espère que vous aussi, et tous nos adhérents, vous avez appris plein de choses. Et merci pour votre temps précieux et tous ces échanges et ces regards croisés qui sont hyper intéressants aussi pour croiser en fait ce qui se passe en France et l'étranger. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a énormément de similitudes entre vos business. Voilà. J'en profite juste pour dire à mes 2 collègues que je vous ferai passer un très beau manuel des ventes sur l'Occitanie Rail Tour, parce que je suis persuadé que vos clients pourraient être intéressés par des circuits qu'on a formatés pour spécial site UNESCO, spécial table Michelin. Voilà, donc on présentera tout ça au Rendez-vous France de Paris, puisque c'est à Paris cette année, mais je vous les ferai passer dès qu'ils sont prêts. Voilà. Eh ben, c'est aussi l'esprit de Respire, c'est ce qu'on disait, ouais. Voilà, de partager et de réfléchir ensemble. Et la connexion entre les professionnels, justement, l'entraide, je connais la destination, je vais t'aider à programmer. Moi, je connais plus là-dessus. C'est ça, en fait. C'est l'avenir du voyage. Super. Donc, c'est l'esprit de Respire. Merci, Jean. Du coup, à fond dans l'esprit de Respire, de connexion entre les personnes. Super. Merci. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir.